Aujourd'hui, on rencontre Punchline, une rappeuse roubaisienne qui se produit ce soir en concert à la gare Saint-Sauveur de Lille. On allait lui parler juste avant. Le mic a voté. Premier épisode, c'est parti. Lettre à la République. Nous faire taire, franchement ça serait impossible quand on s'aperçoit que la plupart du temps c'est nous qui le prennent pour cible. Ah ils ont tué les hip-hop, comme c'était méchant à l'époque. Quand on se fait qu'on devient forcément matérialiste. Un seul candidat, Jordanuel Macronard est là. Alors bonjour Lina, Salut Josh. Punchline. Yes. Je te laisse te présenter déjà brièvement d'où tu viens. Rapidement, moi c'est Lina, Punchline, et je viens de Roubaix. Et j'ai envie de dire que Roubaix, c'est une ville qui m'a construite artistiquement, humainement. Et c'est une ville qui respire la culture, la débrouille et la solidarité. Donc tu fais du rap depuis combien de temps toi? Alors, je fais du rap depuis adolescente. Le rap, si tu veux, c'était un peu, pour nous, une manière de maîtriser la survie. Express, c'est pas comme Marine, c'est l'extrême marine, mon peur à être public, il empêche ce spin, NOR dans mes chaînes, PEL dans mes veines, fille, la République. Avant d'être un art, en fait, c'était pour nous une manière où tu pouvais t'exprimer de manière franche, sans hypocrisie. Et j'ai commencé adolescente, puis je suis partie un peu sur l'action culturelle. Ouais. Donc plutôt des projets autour du rap avec différentes institutions, des écoles, des foyers, des prisons, des facultés et un tas d'autres institutions. Et je me suis remise au rap depuis 1 an de manière un peu plus sérieuse et avec plus de maturité. Et c'était quoi alors le but justement de l'encadrement que tu faisais dans les institutions? C'était surtout d'utiliser le rap comme billet pour travailler un tas de problématiques. Ça pouvait être l'autonomie ou ça pouvait être aussi l'engagement citoyen avec un public un peu plus absentéiste, abstentionniste. Abstentionniste. Ouais. Absentéiste, ça c'est ce que j'étais à l'école. Mais sinon, ouais, pas mal de problématiques. Tout dépend en fait d'une problématique qu'on va me proposer. Moi, j'utilise le rap pour billet. Est-ce que dans le rap que tu fais, tu te définirais comme engagé politiquement? Alors, je n'ai pas envie de dire engagé au sens slogan. Parce que pour moi, l'engagement, ça passe par ce que je viens de te dire. Donc, par rapport aux actions que je vais faire quotidiennement dans ma vie. Après, de là à dire que mon rap est un rap engagé, je ne le dirais pas comme ça. Je pense que ma démarche l'est, mais parfois, ça m'arrive aussi de rappeler des choses qui n'ont pas forcément pour but premier un engagement. C'est beaucoup plus subtil que... Mais donc pour toi, tu penses que le rap, c'est pas forcément l'engagement par les textes, ça peut être aussi par d'autres actions, tout ce qui gravite autour. Tu as des exemples? L'engagement par le biais d'un concert que tu peux organiser. Il y a une époque, on avait fait un concert au Flow qui s'appelait Brave. Et c'était pour soutenir en fait la réforme autour des retraites. Et on a mobilisé pas mal d'artistes pour cette cause-là. Donc pour moi, là, tu vois, il y a une manière, il y a un engagement. Sachant que le rap, il a été créé par une population qui est marginalisée. Donc il y a forcément en fait quelque chose qui ressort en fait sur l'engagement, tu vois. Après, de là à dire faire du rap engagé, moi je pense que c'est encore une fois de plus mettre une étiquette et cloîtrer le rap qu'à une seule fonction, alors que ça a d'autres fonctions. On peut aussi faire du rap pour s'amuser, pour danser. Il y a du rap festif. Est-ce que pour toi, le rap, c'était plus engagé avant? Je dirais pas qu'il était plus engagé, mais en tout cas, il est plus individualiste. À l'époque, c'était plus collectif. Ouais. Et aujourd'hui, avec la société, forcément, on rentre dans quelque chose qui est beaucoup plus individualiste. Ouais. Et j'ai envie de dire qu'il est engagé, mais différemment. On va parler de la musique No Pasaran qui a fait un petit peu débat ces derniers temps. Un collectif de 20 rappeurs qui se sont réunis sur un son contre l'extrême droite. Ce son-là, il a pu leur porter préjudice, notamment dans les médias et sur les réseaux sociaux, pour certaines phrases, comme par exemple des phrases qui engageraient, qui inciteraient à tuer Jordan Bardella ou à la haine, par exemple. La menace vient droit des cités, ma gueule, on vote contre les ports. Jordan, t'es mort! Jordan, t'es mort! Est-ce que tu penses que ça peut plus porter préjudice qu'autre chose aux rappeurs, ça? Je pense que effectivement, ça a porté préjudice. Mais avant de parler de ça, j'aimerais dire que déjà, No Pasaran, c'est un slogan antifasciste qui date de 1936, si ma mémoire est bonne. Et en fait, déjà, le slogan, c'est quelque chose qui est politique. Il y a une forme d'engagement là-dessus, tu vois. Toi qui parlais d'engagement, No Pasaran, c'est une réponse à ce système, à l'extrême droite, qui de plus en plus partout, en fait, quelque part, et aussi dans le rap. Et la démarche de faire un rap contre l'extrême droite, c'est pas nouveau. C'est-à-dire qu'il y a un morceau qui s'appelle 11 minutes 30 contre le racisme, qui réunit des rappeurs comme Arsenic, Léa Freeman, et un tas de rappeurs, tu vois. Et ce morceau, en fait, ils se sont tous retrouvés, et ils ont fait 11 minutes 30 contre le racisme. Je ne veux pas faire de politique, ma mission est artistique. Mais quand je vois tout le trafic, on ne peut pas rester pacifique. Et à l'époque, c'était l'ADN du rap, c'est-à-dire que c'était bien perçu. Le public a accepté cette chose-là, mais aussi parce que la société, elle était en accord avec ces choses-là.
Donc là, déjà, on arrive avec No Pasaran, dans un climat où l'extrême droite monte en flèche. Déjà, c'était mal perçu. Le No Pasaran, on l'a tout de suite vu comme une espèce de revendication ou de provocation, tu vois. Alors que ça fait partie clairement de l'ADN du rap. Et ouais, effectivement, il peut avoir certaines phrases qui vont mal être interprétées. Donc forcément, ça a porté préjudice. On va dire, ouais, mais le fond est bon, mais peut-être pas la forme, etc. Après, je pense que c'est relatif, tu vois. Enfin, je pense qu'en tant que rappeur, on a quand même cette responsabilité de bien cibler nos mots, parce que nos mots sont des armes. Donc, plus tu cibles ton langage, plus tu touches des gens. Un peu comme un jeu de la fléchette, tu vois. Si tu arrives à avoir un tir ajusté, ben, tu vas tirer dans le mille. Et donc, forcément, tu vas toucher le maximum de personnes. Peut-être que, ouais, effectivement, en termes de timing, ça a mal été perçu. Peut-être aussi avec les événements actuels, le fait qu'il y ait des passages assez atroces, ça a encore accentué, en fait, le fond du message et que ça porte préjudice au message initial. Après, pour moi, c'est quand même une belle initiative. Je peux pas exclure le fait qu'il y a eu, en fait, d'autres morceaux comme ça, tu vois. Mais il y en a pas eu depuis quelques années, là, quand même. C'était assez tard Ça pour change. revenir. Mais ouais, dire que l'engagement, il est quand même présent et... Bah, je pense que l'initiative de ces rappeurs, ça a été de repartir sur ça, en fait, justement. Et de toute façon, comment ça a été présenté, c'est No Pasaran, et je sais plus combien de temps il dure le morceau, je pense 9 C'est 9 minutes. minutes 43. Voilà, bah, ils ont exactement resamplé le machin, tu vois, genre 9 minutes 43 contre l'extrême droite, tu vois. Donc tu sens que c'est inspiré de 11 minutes 30 contre le racisme. Et tu sens que les gens qui sont à l'initiative de ça, c'est quand même des gens qui adorent le hip-hop, qui aiment le rap français et qui ont voulu, en fait, quelque part, remettre au goût du jour ce qui se faisait à l'époque, parce qu'ils se sont certainement dit, ah ouais, aujourd'hui, là, l'extrême droite, elle monte en flèche, il y a moyen de faire quelque chose. Après, aujourd'hui, avec l'époque, ça a moins été accueilli qu'à l'époque. Et c'est marrant, parce que quelque part, ça revient à ce que je te disais, c'est qu'on est vraiment sur un truc où on est beaucoup plus dans l'individuel. Alors qu'à l'époque, il y avait un vrai mouvement collectif, les gens s'engageaient collectivement. Là, aujourd'hui, ça a été tout de suite perçu, ils se rassemblent, voilà, quoi, les islamo-gauchistes se rassemblent. Tu vois, ça a été perçu directement dans ce sens-là, quoi. Mais du coup, ouais, c'est ce que tu dis, en fait, tu penses que le rap, c'est plus maintenant la culture de l'ego trip. Avant, il y avait quand même des collectifs, je pense à IAM ou à NTM. Maintenant, tu penses que c'est quand même plus chacun pour soi, en fait? Bah, j'ai envie de te dire que l'identité du rap, ce qui marche, ce qui a toujours marché, ça a été ce côté un peu ego trip, tu vois, finalement. Et l'ego trip, ça fait partie du rap. Maintenant, ça dépend comment c'est fait, tu vois. Tous les rappeurs que moi j'ai écoutés, je me suis mangé des claques dans leur ego trip. Et parfois, tu vois, l'engagement, c'est pas forcément dire je soutiens telle cause, mais c'est de raconter ta vie, de raconter quelque chose qui est vachement axé sur l'ego et de dire, bah voilà, j'ai vécu telle chose dans ma vie, et là, on comprend tout de suite l'engagement du type, tu vois, ou de la meuf. Dans le rap, l'ego trip, que tu le veuilles ou non, ça fait partie, en fait, de la culture. Maintenant, aujourd'hui, puisqu'on est dans une société qui est vachement plus capitaliste et individualiste, et ça va de pire en pire, selon moi, ce qu'on met en avant, ce qu'on médiatise, ça va être essentiellement de l'ego trip. Or, il n'y a pas que de l'ego trip, tu vois. Après, dans le rap, il y a quand même beaucoup de... Maintenant, c'est essayer de faire son argent, mettre la daronne à l'abri et puis partir, essayer de partir à Dubaï. Ouais. Bah, tu regardes juste le modèle américain, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est une population marginalisée dans le Bronx qui a commencé à dire, écoutez les gars, on existe. Ils ont commencé à faire un message un peu, The Message, par exemple, de Grandmaster Flash. Donc, c'était un morceau assez festif dans lequel on renvoie en fait à une réalité, à ce qui se passe dans leur quartier, dans lequel on va dire, bah voilà, mon quartier c'est une jungle, dans laquelle se baladent un tas de toxicomanes, etc., blablabla, pour raconter leur quotidien. Et finalement, plus tard, t'as Caris qui fait Zo. J'rappe sale tellement avarié que même ces putains de rats attrapent la diarrhée. Et c'est pas là du tout la même forme, c'est de la trappe, mais finalement, le fond, il est similaire. Après, la forme, elle change parce que la société change aussi. Et le rap lui-même, en fait, il est victime de ça, tu vois. Plus la société, elle évolue, le rap aussi, il va évoluer, quoi. Et est-ce que tu penses, justement, en parlant d'évolution, que les rappeurs, ils devraient sortir un peu de l'image caricaturale qui se font on pense à, par exemple, les armes, la drogue, la cité, pour avoir une meilleure image, entre guillemets, auprès du plus grand public? Pour moi, le rap, il doit être authentique. C'est-à-dire que si maintenant, t'es un mec qui a ce quotidien-là, donc prison, et ça existe, tu vois, vas-y, sois authentique. Moi, ce qui va me déranger, alors, après, je sais bien qu'il y a des gens qui jouent des personnages. On pense à SCH, qui est quand même l'un des artistes les plus mainstream aujourd'hui. Voilà, quoi, le mec, c'est la Cosa Nostra, quoi. Mon pote, on gravit, on s'arrose. Ici, tout pour la famille, Cosa Nostra. Tu sens que c'est Al Capone, Al Pacino et toute la mafia italienne, c'est un peu sa DA, tu vois.
Donc je comprends pour les cinéphiles, pour les gens qui sont amateurs de ce machin-là et tout. Selon moi, ma conception du rap, il y en a pour tous. Je suis vraiment pas fermée à ça. C'est quand même un endroit où on doit être libre artistiquement. Surtout aujourd'hui, ouais, ça se développe partout. Ouais. Mais selon moi, si on était tous un peu plus authentiques, eh ben, ça nous permettra à chacun et à chacune de pouvoir proposer une palette assez diversifiée du rap, sachant que le rap, c'est diversifié. Chez les jeunes, là, en ce moment, il y a un fort taux d'abstention. Les jeunes ne vont plus voter. Là, avec l'approche des élections municipales et des présidentielles, est-ce que tu penses que l'engagement des rappeurs, il peut avoir une incidence sur la présence des jeunes aux urnes? Oui, indirectement, parce que les rappeurs ou n'importe quel artiste, il influence quelque part les imaginaires en fait, des gens. Donc forcément, si les jeunes vont plus voter, c'est quelque part aussi la politique. Ben, on a perdu confiance en tout ça, et ils ont perdu confiance en la politique. Et donc je pense que les rappeurs, ils peuvent avoir un rôle, mais un rôle symbolique, pas un rôle institutionnel. C'est important de différencier les deux, parce que les rappeurs sont artistes. Et un artiste, ça questionne sur la société, forcément. Déjà même à l'époque, j'ai envie de parler par exemple de l'époque monarchique en France, les fous, c'était des artistes et c'était les seuls qui avaient le droit à la liberté d'expression et de critiquer certaines choses. Ça veut bien dire que l'artiste, ben, il est censé te questionner sur des faits de société, des faits habituels, quoi. Est-ce que tu penses que l'engagement tardif des rappeurs, il a participé à la polarisation politique de la société? Bah déjà, pour moi, il y a une polarisation, mais elle n'est pas liée à l'engagement tardif des rappeurs. Je pense qu'on est de plus en plus dans une polarisation, et j'ai envie de te donner un exemple que j'ai vécu. Ça m'est déjà arrivé d'aller dans une soirée techno, à Lille par exemple, et donc du coup de kiffer ma soirée. Moi, j'aime beaucoup la techno, notamment la techno de Détroit. Et en fait, quand je suis dans cette soirée, on me renvoie au fait que je sois forcément là pour vendre de la coke, par exemple. Parce que je suis une femme maghrébine, je suis racisée, et que dans l'inconscient collectif, c'est pas possible qu'une femme racisée puisse kiffer la techno. Donc on est dans un truc où aujourd'hui, le rap, forcément, égale quartier, égale racaille. C'est vraiment clichés, ouais, ça voilà, nourrit on les est sur clichés. la polarisation à l'état brut, tu vois. Mais je pense pas que c'est dû à l'engagement tardif. Et puis, l'engagement tardif, déjà, on n'a pas tous, tu vois, la même approche de la politique. Il y a des gens qui ont un engagement politique depuis qu'ils sont petits. Donc forcément, leur engagement, il est déjà là, tu vois. Et t'en as d'autres qui ils commencent petit à petit, quoi. Leur engagement, il se crée vis-à-vis de leur expérience. Il y en a qui commencent, tu sais, par l'abstention, qui ne votent pas parce qu'ils sont déjà soit anarchistes, soit ils n'ont aucune confiance en la politique, soit ils n'ont même pas de conscience politique quelque part. Et ça se travaille petit à petit, tu vois. On n'est pas tous au même niveau, tu vois. Et pour moi, ça serait un défaut de dire que dans le rap, il y a un engagement tardif. Alors que c'est pas vrai. Le rap a commencé avec un engagement, tu vois, dès le départ. Et il s'est perdu parce qu'on est rentré dans la capitalisation, quoi. Voilà, le libéralisme. Donc tout le monde voulait capitaliser sur son talent, quoi. Et il y a eu une grosse période où le rap était, comme tu dis, autour de l'ego trip, autour du symbole de réussite. Je fais pour la mama et je vais réussir et je vais devenir hyper riche. Et c'était un peu le rêve qu'on vendait, en fait, à travers le hip-hop, quoi. On va parler un petit peu de toi maintenant. Ouais. Tu as prévu de sortir un projet là en Voilà. janvier. Voilà. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de la particularité de ce projet? Mon projet va s'appeler Sale Gosse et il sera en plusieurs chapitres. Pourquoi Sale Gosse? Parce que, je te le disais tout à l'heure, hein, j'ai été absentéiste à l'école. Non pas que je n'aimais pas l'école, mais que j'aimais peut-être pas la manière dont on voulait m'apprendre certaines choses. C'est un peu une analyse, une introspection que j'ai eue envers moi-même. Et on parle beaucoup du rap, tu sais, de ces néologismes, du fait que des fois les mots négatifs, on arrive à les changer et en faire quelque chose de cool. Et je me souviens qu'on m'a souvent dit que j'étais une sale gosse. Il y aura 4 chapitres, un plutôt autour des institutions et d'autres dans le foyer et dans d'autres environnements. Je veux pas trop spoiler, mais c'est un peu cette introspection vis-à-vis de tout ça, quoi. Est-ce que tu te sens libre de parler de tout dans ce projet ou est-ce que tu t'es toujours senti libre de parler de tout en général? Oui, je pense que je me sens plutôt libre. Après, comme je te le disais tout à l'heure, je choisis quand même mes mots. Parce que je suis responsable de ce que je dis, peut-être pas forcément de l'interprétation des autres. J'essaie toujours de viser juste. Mon père, il m'a toujours dit, c'est important de frapper juste et pas de frapper fort. Et justement, en quoi tu trouves que c'est important pour les artistes d'utiliser leur liberté d'expression pour porter des messages forts comme on peut le faire dans le rap? Quelque part, quand tu es artiste, t'es un peu le haut-parleur du peuple. Tu parles, tu racontes des choses que les autres vivent, tu racontes des émotions que certaines personnes taisent, tu vois. Déjà, c'est un beau message de dire qu'on n'est pas muselé, qu'on peut se permettre de dire des choses, mais il faut peut-être pas confondre la liberté d'expression avec le pouvoir de dire tout et n'importe quoi, tu vois. On dit souvent dans le rap, le savoir est une arme. Donc je pense que le savoir, les mots sont des armes, mais il faut savoir les utiliser à bon escient, tu vois. Eh ben c'était Punchline pour le mic à voter.
Let's get it. Et toi là, tu vas où comme ça? Tu vas t'abonner à la chaîne maintenant? Le poté va t'expliquer des trucs sérieux sur le rap et la politique. Donc tu respectes et t'actives la cloche. C'était le Mike à voter. On se pète bientôt.